Bonjour chers étudiantes et chers étudiants, Psychologie évolutionniste PSF 470. On continue notre voyage dans l'origine de l'Homo sapiens. Et donc dans le cadre de la dernière présentation, j'avais fait très rapidement, non au contraire, pas du tout rapidement. J'avais passé comme 1 heure juste sur cette slide-là, dans le but d'essayer de vous faire comprendre l'énorme montant de temps avec lesquels on joue lorsqu'on parle d'évolution. Okay? On ne parle pas juste de milliers d'années. Okay? On parle de centaines de milliers, voire des millions, voire parfois des milliards d'années. Okay? Définitivement des millions d'années ou des centaines de millions d'années, je devrais dire. Si on parle de l'émergence de la vie sur Terre, ça fait 3,7 milliards d'années. Donc, à partir de là, on peut commencer à parler d'évolution, dans le fond. Là, et donc, qui nous amène jusqu'aujourd'hui. Et ce qu'il faut comprendre de ce graphique-là, c'est que techniquement, la fin, elle n'est pas ici. C'est juste qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le reste du graphique. OK? Il va peut-être y avoir, malheureusement, il va peut-être y avoir à quelque part, peut-être ici ou bien là, dans une couple de centaines de milliers d'années ou quelque chose comme ça, il va peut-être avoir une ligne qui dirait extinction des Homo sapiens, la seule espèce sur Terre est maintenant Homo quelque chose d'autre. Et donc on aura évolué dans une autre espèce, et l'Homo sapiens tel qu'on le connaît aujourd'hui, nous, bref, notre forme, notre physiologie présente, les adaptations qu'on a présentement, physiques et psychologiques n'existeront plus et il y aura une autre espèce humaine, ou peut-être qu'il n'y aura pas d'autres espèces humaines. Peut-être que le graphique va juste s'arrêter et il n'y aura plus personne pour y contribuer parce que, voilà. Donc, juste pour vous dire que, juste pour vous donner cette impression justement qui est correcte, que les laps de temps avec lesquels on joue quand on parle d'évolution, c'est des choses qui sont inconcevablement large. Okay? Et là, ce que je veux faire, c'est de revenir un peu sur certains de ces points parce que je veux placer Homo sapiens dans certaines catégories. Je veux qu'on se comprenne bien nous-mêmes en tant qu'espèce. C'est ça, dans le fond. Donc, la première chose que je veux nous rappeler, c'est que nous sommes des mammifères. Okay? Très important. Donc, normalement, quand on parle de mammifères, on va parler d'autres animaux, mais on a tendance à oublier que les êtres humains aussi sont des mammifères. Okay? Et les premiers mammifères donc, sont apparus il y a plus de 200 millions d'années. Okay? Donc nous sommes un parmi plusieurs, en fait nous voilà ici si je ne me trompe pas, un parmi plusieurs animaux qui sont des mammifères. Okay? J'allais dire incluant les, mais là, par exemple, incluant la baleine. Mais là, si je commence à faire ça, il faut que je dise tous les autres et vous pouvez voir tous les autres. Et c'est pas tous, évidemment. Donc, être mammifère, c'est pas nouveau. Là. C'est depuis à peu près 200 millions d'années que c'est une stratégie que l'évolution a créée. Ce que je veux dire par là, une stratégie que l'évolution a créée, c'est qu'être mammifère, c'est avoir certaines adaptations, dans le fond. Les organismes qui ont certaines adaptations spécifiques, on les nomme des mammifères. Okay? Et on peut regarder certaines de ces adaptations-là. La première adaptation, la plus importante pour un mammifère, c'est qu'on est des animaux à sang chaud. Okay? Donc, on a évolué des mécanismes qui régulent la température interne du corps pour la maintenir stable, malgré les perturbations environnementales. C'est un énorme problème, ça. On n'y pense pas aujourd'hui parce que, on regarde la météo, il fait du froid dehors, il fait du chaud dehors, mais on ne comprend pas que, dans le fond, il y a des centaines de millions d'années, sans la technologie qu'aujourd'hui qu'on appelle les vêtements, les chaufferettes, les souliers, les trucs comme ça, la température avait un énorme impact, là. OK? Et si on n'arrivait pas à réguler parfaitement la température interne du corps, on pouvait avoir de graves problèmes de survie et de reproduction. Et donc, les mammifères sont une classe d'organismes qui ont évolué avec une certaine habileté, une certaine adaptation, qui était la capacité de maintenir
leur corps à une certaine température interne. Okay? C'est ce qu'on va dire par des animaux à sang chaud. Okay? Que le sang a une certaine température, là, je ne sais pas, c'est 37 points et quelques, là, si je m'abuse. Pour maintenir, donc, c'est ça. Et quand on se demande, mais quel genre d'avantage c'est exactement, c'est juste pour que ça soit moins désagréable, parce que c'est plate d'avoir froid, fait qu'ils ont plus chaud, fait que c'est juste moins désagréable. Non, c'est plus spécifique que ça, c'est que plusieurs des processus métaboliques que vous faites, comme créer certaines, comme la division cellulaire, créer des neurotransmetteurs, créer certaines hormones, toutes sortes de choses qui se passent derrière les rideaux pour vous à l'intérieur de votre corps, qui fait que vous survivez. Tous ces processus métaboliques-là, la digestion, la production d'ATP, donc d'énergie, tout ça, ce sont des processus métaboliques qui sont très sensibles à la chaleur ou à la froideur, à la température, bref. Et donc, cette capacité à réguler la température, à la garder stable malgré des perturbations environnementales, ça donne aux mammifères l'avantage de pouvoir exécuter des processus métaboliques à une température constante. La température du corps est constante, malgré la température externe. Okay? Constante à l'intérieur d'un certain range, mais d'un très petit range. Ça peut monter, comme si vous avez de la fièvre, par exemple. Ça peut descendre. Okay? Mais typiquement, quand tout va bien, la température est pas mal constante alentour d'un certain range. Okay? Et on a évolué toutes sortes de stratégies pour ça, et une de celles-là, entre autres, c'est simplement le fait d'avoir de la pilosité, des poils ou de la fourrure. Okay? Donc, à l'exception de certains mammifères marins, comme par exemple les baleines, la vaste majorité des mammifères sont généralement recouverts de fourrure, okay? Ou au moins d'une forte pilosité. Et chez les êtres humains, on retrouve évidemment des poils, on retrouve des cheveux, et on n'a pas de la pilosité aussi forte, par exemple, que, je ne sais pas moi, un lion ou un cheval, par exemple, eux qui sont complètement recouverts de poils, ou un chien. Mais on a quand même des poils et on a quand même des cheveux. Et on ne va pas rentrer dans la raison pourquoi les Homo sapiens d'aujourd'hui sont moins poilus probablement que leurs ancêtres de plusieurs milliers d'années. Mais on pense que ça aurait rapport à la technologie des vêtements qui a été graduellement inventée. Plus on a commencé à utiliser des vêtements pour se couvrir, puis des technologies pour se réchauffer autres que ce avec quoi l'évolution nous avait adapté, donc la pilosité, moins est devenu nécessaire d'avoir certaines formes de pilosité partout sur le corps. Mais ça varie quand même. Hein? Il y a des gens qui sont très poilus encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont moins poilus. Mais tout le monde a des cheveux. Oui, les cheveux tombent chez certaines personnes, mais tout le monde a des cheveux. Tout le monde a des poils en dessous des bras. Tout le monde a des poils au niveau de la région génitale. Et donc, il y a quand même ce restant-là de pilosité, de fourrure, si on veut, qui reste chez les êtres humains aussi. Donc, nous sommes des mammifères. Très important, notre adaptation, entre autres avec la pilosité, c'est la capacité de garder notre sang chaud. Mais ça ne dépend pas juste de la pilosité, là, mais ça dépend d'autres trucs aussi. Okay. Et on se distingue aussi par la méthode unique qu'on utilise pour alimenter nos petits. C'est que nous, mammifères, alimentons les petits par des sécrétions via les glandes mammaires. Ça veut dire le lait, dans le fond. Okay? Donc, si un animal a des glandes mammaires et a un petit ou une petite qui tète le sein pour avoir du lait, ou une substance qu'on appelle du lait, dans le fond, cet organisme-là est mammifère. Okay? En effet, le terme mammifère lui-même vient de mamma, qui est le mot latin pour sein. Okay? Et les glandes mammaires existent chez les deux sexes, chez les mammifères, autant chez les mâles que chez les femelles, mais elles deviennent fonctionnelles pour nourrir un petit uniquement chez les femelles. Okay? Mais les mâles ont ces mêmes glandes aussi, c'est juste qu'elles ne deviennent jamais fonctionnelles. Elles peuvent, dans certains cas, il y a certains mâles qui ont des sécrétions qui pourraient ressembler à du lait, mais ça n'est peut-être pas, mais qui ont des sécrétions avec certaines conditions de santé. Ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. T'sais. Chez les femelles,
la chose qui arrive par défaut. Okay? Les seins humains modernes sont la forme d'une... les seins humains aujourd'hui sont la forme moderne d'une adaptation dont les origines remontent à plus de 200 millions d'années. Okay? Donc, les humains ne sont pas les seuls, les humaines, les femelles ne sont pas les seuls avec des seins. C'est pas quelque chose qu'on a inventé. C'est quelque chose qui existe sur de nombreuses espèces qui remontent à plus de 200 millions d'années. Une autre étape importante dans l'évolution des mammifères, en fait, une étape importante dans l'évolution des mammifères, ça a été les mammifères placentaires. Et nous, des êtres humains aujourd'hui, nous sommes des mammifères placentaires, contrairement à ovipares. Okay? Et ça, c'est une évolution qui a eu lieu. Ils sont arrivés à peu près il y a 114 millions d'années. Okay? Chez les mammifères placentaires, comme nous, le fœtus s'attache à la mère à l'intérieur de l'utérus via un placenta, ce qui permet l'administration directe des nutriments de la mère au bébé. Ce fameux cordon ombilical, okay? Regardez votre nombril. Votre nombril est la preuve que vous étiez relié à votre maman via le cordon ombilical pendant 9 mois, par laquelle elle vous a nourri, plutôt son corps, disons, vous a nourri votre corps. Via ce qu'elle consommait, et ainsi de suite. Okay? Et ça, c'est une adaptation extrêmement importante qui a émergé vers 114 millions d'années. Okay? Ou qui était pleinement formée déjà vers 114 millions d'années, qui avait évolué. Okay? Donc, le fœtus reste attaché au placenta de la mère jusqu'à sa naissance, comme vous le savez probablement. Et à la naissance, on coupe le cordon ombilical parce que le bébé est maintenant capable d'avoir tous ses nutriments de manière traditionnelle, donc via la bouche, par exemple, en mangeant, en respirant aussi, il peut avoir son oxygène, et ainsi de suite. Okay? Et ça, c'est contrairement à nos prédécesseurs ovipares, dont le développement avant la naissance est limité par la quantité de nutriments qui pouvaient être stockés dans un œuf. Donc, si on regarde les ovipares, ils donnent naissance à des œufs dans lesquels il y a des cellules qui vont former, qui vont se développer pour donner un petit ou une petite. Mais la nutrition à laquelle ce petit ou cette petite a accès en se formant dans l'œuf, elle est limitée à ce qu'il y a dans l'œuf. Alors que chez les humains et chez les mammifères placentaires, la nutrition n'est pas limitée à ce qu'il y a dans le placenta. La nutrition vient directement de ce que la mère consomme. OK? Donc, les êtres humains sont des mammifères, comme une vaste quantité d'animaux sur Terre, et qui existent depuis, en tant que mammifères, les mammifères existent depuis très très longtemps. Mais les êtres humains sont aussi des primates. Okay? Et donc, c'est pas tous les animaux, c'est pas tous les mammifères sur Terre présentement qui sont des primates. Il y en a que quelques-uns, et les êtres humains font partie de ça. Okay? Et les primates, qui sont une lignée de mammifères, arrivent il y a à peu près 85 millions d'années. Okay? Et ce sont tous des mammifères placentaires, en passant. Donc, il n'y a pas de primates ovipares. Au départ, les primates étaient très très petits. Je pense que j'avais déjà dit ça. Je vous avais dit en fait que la taille des dinosaures était petite aussi et la taille des primates aussi qui existait. Très petits, peut-être de la taille d'un écureuil, la taille d'un rat. Okay? Donc on vient... tous les primates sur Terre viennent fondamentalement de ces premiers petits primates-là qui étaient de la taille d'un écureuil, par exemple. Et ils ont évolué, les primates, une des adaptations qui les définissent, comparativement à d'autres mammifères, c'est qu'ils ont évolué des mains et des pieds avec des ongles au lieu de griffes. Okay? Donc ça, c'est important. Et des doigts opposables sur les mains. Ça veut dire des doigts opposables, ça veut dire le fait que vous pouvez toucher votre pouce avec votre auriculaire. C'est des doigts opposables. Okay, donc, et parfois au niveau des pieds aussi. Chez les êtres humains, on n'a pas ça. Là. On ne peut pas le faire, on n'a pas des doigts opposables au niveau des pieds. Mais certaines formes de mammifères, de primates en ont. Okay?
Et ça, c'est une adaptation incroyable parce que ça permet d'augmenter la préhension, la capacité de prendre les choses, et la manipulation, la capacité de manipuler les objets, incluant des outils, et ainsi de suite. Okay? Et aussi de s'accrocher aux arbres et de se mouvoir entre des arbres, et ainsi de suite. Une autre adaptation très intéressante que les primates ont, incluant nous, c'est une vision stéréoscopique. Okay? Donc, une vision stéréoscopique est une vision qui est bien développée avec les yeux tournés vers l'avant. Okay? Donc, si vous nous comparez à certains autres animaux, si vous prenez un cheval, par exemple, ben si vous regardez, ses yeux sont vraiment sur le côté. Okay? Les primates, nous avons des yeux vers l'avant. D'ailleurs, prenez des animaux dont les yeux sont sur le côté, puis mettez leurs yeux vers l'avant et vous allez voir, c'est très rigolo. Il y a des memes, là-dessus sur Google, vous irez voir. C'est en fait très rigolo parce que ça humanise quasiment, ou ça primatise un cheval, par exemple, ou un poisson, ou un poulet, ou quelque chose comme ça. Mais donc, les chimpanzés, les bonobos, les gorilles, les homo sapiens, les orang-outans ont toute une vision stéréoscopique avec les yeux vers l'avant. Okay? Et ça donne plusieurs avantages. Et un des avantages qu'on pense que ça aurait donné, et justement la raison pour laquelle ça aurait évolué comme ça, c'est parce que c'est un avantage pour se mouvoir dans les arbres en sautant de branche en branche. Okay? Cette vision stéréoscopique est très importante pour percevoir les distances et ainsi de suite. Pour savoir si je mets ma main là, sur cette branche-là, puis que je tends le bras, est-ce que je peux atteindre cette autre branche-là, et ainsi de suite. Okay? On a aussi un cerveau qui est grand par rapport à notre corps, les primates. Okay? Et c'est particulièrement vrai chez des êtres humains, mais c'est vrai aussi chez les primates comparativement aux non-primates. Okay? Et aussi, ce qui est intéressant des primates, c'est que quand on regarde nos glandes mammaires, l'évolution nous a enlevé des glandes mammaires. Ça veut dire que si vous regardez par exemple une chienne, une chien femelle, vous retrouverez qu'elle a par exemple, ce n'est pas une primate, ok? Et vous retrouvez qu'elle a, je ne sais pas en fait combien, peut-être 6 ou 8 glandes mammaires, okay? Ou si on prend une truie, okay? La femelle du cochon, et qu'on la retourne et on regarde les glandes mammaires, vous allez voir qu'elle en a plusieurs, ok? Même chose chez un chat, chez une chatte. Et chez les primates, ce qui est intéressant, c'est que les glandes mammaires sont réduites à 2, plutôt que plusieurs paires. Donc, et on retrouve ça évidemment chez les humains. Les femelles ont 2 seins, les mâles ont 2. C'est pas des seins vraiment qu'on a, mais on a 2 glandes mammaires nous aussi, les mâles. Et ça, c'est typique vraiment des primates. Donc, nous sommes des mammifères, nous sommes des primates, et plus spécifiquement que ça, nous sommes des primates bipèdes, ou bipédales, ou bipédiques. Il veut dire qu'on marche sur 2 membres. On a 4 membres, mais on marche sur 2 membres. Okay? Et ça, c'est vraiment intéressant. L'un des développements les plus critiques de la lignée des primates qui a conduit aux humains modernes, c'est produit il y a à peu près 4,4 millions d'années, et c'est la locomotion bipède, soit la capacité de marcher et courir sur 2 pieds plutôt que sur 4 pattes. Okay? À date, on a plein de théories, mais on n'est pas certain de c'est quoi exactement les pressions évolutives qui ont mené à l'évolution de la bipédie. Ça veut dire qu'on n'est pas encore certain c'est quel problème qui était réglé par certains organismes qui avaient tendance à être capables de marcher sur 2 pattes et qui auraient donc passé ces gènes-là en se reproduisant plus. C'est quoi les pressions qui avaient fait que être bipède était un avantage comparativement à nos collègues non bipèdes, et que donc les bipèdes se seraient reproduits plus et auraient eu des bébés bipèdes, et ainsi de suite. On n'est pas certain, mais on a définitivement différentes hypothèses. Okay? Et on pense que le fait d'être bipède aurait offert plusieurs avantages, entre autres dans la savane africaine, où est-ce qu'on croit que la bipédie aurait émergé. Entre autres, elle permet de couvrir rapidement de longues distances d'une manière plus énergiquement efficace que si on est sur 4 pattes.
Okay? Elle permet d'avoir un angle visuel beaucoup plus grand pour la détection des prédateurs et des proies et des ressources en général. Elle permet aussi de diminuer la surface du corps exposée aux rayons nocifs du soleil. Okay? Si vous marchez à 4 pattes, vous avez une plus grande partie de votre corps qui est exposée aux rayons nocifs du soleil. Si vous marchez à 2 pattes, vous avez une plus petite surface de votre corps exposée aux rayons nocifs du soleil. Elle permet de libérer les mains pour utiliser des outils, des armes, etc. Okay? Évidemment, par le temps que la bipédie arrive, les outils, on ne sait pas encore si les espèces qu'il y avait à ce moment-là utilisaient des outils, mais au moins ça libère les mains pour donner la chance que dans des centaines de milliers d'années vont se faire inventer des outils. T'sais. Donc la libération des mains a non seulement permis à nos ancêtres de transporter de la nourriture, il faut comprendre par nos ancêtres, je ne veux pas dire Homo sapiens, ça, parce que par le temps qu'Homo sapiens arrive, la bipédie existe depuis plusieurs centaines de milliers d'années. Okay? On parle probablement de ces fameux australopithèques dont j'avais mentionné il y a longtemps, qui sont dans le fond ceux qui vont donner, ceux à partir desquels vont évoluer toutes les espèces Homo, incluant Homo sapiens, okay? Qui est la seule qui reste aujourd'hui. Donc, la libération des mains a non seulement permis à nos ancêtres de transporter de la nourriture d'un endroit à l'autre, mais aussi a permis l'évolution de plusieurs développements importants, tels que, graduellement, au fil du temps, la fabrication et l'utilisation d'outils. Okay? Donc, il y a certaines espèces Homo qui ont été capables de fabriquer et utiliser des outils à cause qu'ils étaient bipèdes, à cause qu'ils avaient évolué pour être bipèdes. Okay? La chasse au gros gibier, etc., l'élargissement du cerveau, toutes ces choses-là ont été reliées par des chercheurs à la bipédie. Okay. Et c'est chez ces primates bipèdes que l'on reconnaît les premières lueurs des débuts de l'humain moderne. Okay. Une autre étape importante et une caractéristique de l'être humain, d'Homo sapiens, mais qui n'est pas unique à Homo sapiens dans l'évolution, mais c'est le fait qu'on crée toutes sortes d'outils, on utilise les ressources alentour de nous et on les modifie, on les manipule dans le but de créer des objets, des outils physiques pour transformer l'environnement plus efficacement alentour de nous. On est même rendu aujourd'hui à une étape où on crée des outils qui sont non physiques. Okay? Des algorithmes, des trucs comme ça, des stratégies politiques. Ce sont des outils non physiques, mais qui ont comme but de manipuler l'environnement social d'une certaine manière pour obtenir un certain résultat. Cette idée d'utiliser la matière alentour de nous pour être capable de la former d'une certaine manière pour obtenir un outil qui nous permet par la suite d'une certaine manière, changer le monde physique alentour de nous ou le transformer à notre avantage, bref, un outil, est extrêmement intéressant et est extrêmement vieille aussi, mais est vraiment typique de la lignée Homo. Okay? Pas juste Homo sapiens, mais Homo. En fait, on commence à croire que peut-être que ça existait avant que toutes les lignées Homo arrivent, parce qu'on remarque aujourd'hui que certains chimpanzés dans certains groupes utilisent parfois des outils, mais c'est tellement rudimentaire. Là. C'est comme ils vont utiliser une branche pour la mettre dans un nid de fourmis pour que les fourmis grimpent dessus, puis là, ils vont pouvoir se nourrir avec, par exemple. C'est un outil, oui, mais ils l'ont juste pris comme ça, la branche. Ils utilisent ce qui est déjà formé, mais à date, je pense pas qu'on a observé de chimpanzés manipuler des objets pour les transformer pour obtenir quelque chose. Donc, c'est vraiment spécifique à la lignée Homo. Ça existait bien avant Homo sapiens, évidemment, mais c'est vraiment spécifique à la lignée Homo. Okay. Donc, il a fallu à peu près 2 millions d'années d'évolution supplémentaire après la bipédie. OK? Avant que les premiers outils bruts apparaissent dans les archives paléontologiques, vers à peu près 2,5 millions d'années. Okay? Mais l'idée, c'est que cette bipédie-là, 2 millions d'années avant l'apparition des outils, a mis en place les conditions dans lesquelles des organismes bipédiques qui seraient assez smart
avec un assez gros cerveau, serait capable, à un moment, de se dire « Hey, pourquoi si je prends cette roche-là, puis je la casse, ça me donnerait quelque chose de tranchant avec lequel je pourrais arracher de la viande? » Et ils auraient les mains libres pour faire ça parce que justement, ils sont bipèdes. Okay? Donc, les premiers outils, de quoi parle-t-on? Ben, on parle d'outils en pierre de type Oldowan. Comme je vous dis, je pense que c'est une vallée en Afrique de l'Est où ça a été découvert, Oldowan. Façonné par écaillage de pierre pour créer un côté tranchant. Donc, on voit des exemples ici. Okay. Et ces outils-là étaient sans doute utilisés pour séparer la viande des os de carcasse et extraire la moelle des os plus larges aussi, donc pour se nourrir. Probablement. Il y a des tests qui ont été faits où des chercheurs ont pris ces outils-là et puis ils ont essayé de les utiliser pour voir comment bon c'est à casser les os, comment bon c'est à séparer la viande des os, comment bon c'est à extraire la moelle. Il y a d'autres chercheurs qui ont regardé les micro-traces qu'il y avait sur ces outils-là au microscope et remarqué qu'elles sont constantes avec des traces que laisseraient des os et des tendons et des trucs comme ça. T'sais. Donc ça nous donne une idée que... et puis aussi souvent on retrouve des outils comme ça dans des lieux où on les retrouve avec plein d'os d'animaux. Ils suggèrent que dans le fond... c'était utilisé pour consommer l'animal, dans le fond. Ces outils Oldowan-là sont simples comparativement à nos outils modernes, ça c'est sûr. Okay? Mais quand même, pour les produire, ça requérait quand même un certain niveau de compétence et de maîtrise qu'un chimpanzé bien entraîné aujourd'hui ne peut pas avoir. Okay? Et donc, quand même, ça prenait quelque chose pour les former. Et on pense que ces outils-là auraient été formés par le temps que Homo habilis existe. Donc, Homo habilis est une espèce humaine, Homo, donc, qui n'est pas Homo sapiens, qui n'existe plus aujourd'hui, évidemment, mais dont on voit une représentation théorique ici, là, selon nos connaissances. Et des Homo habilis, il y aurait eu ces fameux outils-là, Oldowan. Okay? Et Homo habilis, en passant, je vais juste aller voir. Homo habilis... Ok, ça ne me le dit pas ici, mais probablement... C'est ça, il y a probablement à peu près 2 millions d'années, à peu près, là, tu sais. Probablement à peu près 2 millions d'années que Homo habilis existait. Okay? Donc très longtemps avant l'émergence d'Homo sapiens, de nous. Mais quand même quelqu'un de la lignée Homo. Okay? Ben tiens, c'était écrit ici. Ils sont associés avec le premier groupe du genre Homo, les premiers hominidés, qu'on appelait Homo habilis, ou homme habile, justement à cause de sa capacité de faire des outils, qui existait entre 2,5 millions et 1,5 millions d'années. Homo habilis a graduellement s'est graduellement effacé et ce qu'on retrouve plus tard dans les données, c'est l'émergence de Homo erectus. Maintenant, Homo erectus était lui aussi bipède et utilisait aussi des outils, okay? Mais est venu après Homo habilis. Okay? Homo habilis semble s'être éteint et avoir graduellement évolué dans Homo erectus. Okay? Donc, il y a environ 1,8 million d'années, les primates bipèdes ont évolué en Homo erectus, ce qu'on veut dire homme debout, okay? Et commencé à se répartir hors d'Afrique et en Asie. Donc, c'est eux qui ont été les premiers à partir, justement, faire cette première vague de migration pour sortir de l'Afrique et aller en Asie. Des fossiles datés de 1,8 million d'années ont été trouvés à Java, en Indonésie et en Chine. Okay? Donc, voilà, Homo erectus, bon aussi avec des outils. Et probablement, la première espèce Homo a utilisé le feu.
probablement. En fait, je dis probablement parce que c'est pas clair. OK? Les premières traces d'incendie contrôlées sont trouvées en Afrique il y a 1,6 million d'années. Okay? Donc ça tombe pas mal dans la période d'Homo erectus. Okay? Mais il y a d'autres preuves d'incendie en Europe qui apparaissent 1 million d'années plus tard uniquement. Donc on se dit, écoute, c'est-tu vraiment Homo erectus ou c'était plus tard? Je pense qu'on a des bonnes raisons de croire que probablement que Homo erectus avait commencé à maîtriser le feu. Okay? Mais c'est pas, on ne devrait pas être 100% certain avec ça. Okay? Les descendants de cette première migration hors d'Afrique a fini par coloniser de nombreuses régions d'Asie et finalement l'Europe. Okay? Et plus tard, c'est ceux qui étaient arrivés en Europe sont devenus ce dont j'ai déjà parlé, les Néandertaliens. Okay? C'est pas parce que ces Homo erectus-là, j'ai dit qu'ils étaient meilleurs à utiliser des outils, ok? Mais qu'ils utilisaient aussi des outils comme Homo habilis. Mais pendant très longtemps, les outils qui ont été utilisés étaient pas mal tout le temps des outils de type Oldowan très simples. Il a fallu attendre 1,5 million d'années avant qu'on voit l'émergence de nouvelles technologies majeures, qui est la hache acheuléenne qu'on voit ici. Et ce type d'outil-là, évidemment, il varie considérablement en taille et en forme. Ils n'ont pas toute l'air comme ça, là. Et on en connaît peu sur son utilisation précise. Mais sa caractéristique commune, c'est qu'il y a un écaillage sur deux surfaces opposées, ce qui donne une arête tranchante autour de la périphérie de l'instrument. Et ce qu'on considère, c'est que la production de ces haches-là requiert beaucoup de compétences, beaucoup plus de compétences que les outils Oldowan. Et comparativement aux outils Oldowan, elles font preuve d'une conception symétrique, ce qui est intéressant, puis il y a beaucoup plus de standardisation dans la production aussi. Même si elles varient beaucoup en taille et en forme, leur modèle est pas mal toujours standard. Et c'est cette standardisation-là qui est vraiment intéressante parce que ça nous dit quelque chose sur la capacité de la lignée Homo qui a créé ça. Okay? Capacité au niveau moteur, au niveau de la capacité de créer plusieurs types de ces outils qui ont le même modèle. Capacité au niveau cognitif de comprendre le concept de standardisation, le concept de symétrie, et ainsi de suite. Okay. Je vous avais parlé de l'expansion corticale. Il y a à peu près 1,2 million d'années, les cerveaux de la lignée Homo explosent. Ils commencent à se développer rapidement. Ils explosent pas pour de vrai, évidemment. Ils commencent à se développer rapidement. Okay? On peut le voir en graphique ici, là. En termes de millions d'années, moins 4 millions d'années, moins 3 millions d'années, moins 2 millions d'années, moins 1 million d'années aujourd'hui. Okay? Et ce qu'on voit, ça c'est les CC, donc c'est les centimètres cubes au niveau de la taille du cerveau. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a à peu près 2 millions d'années, Homo habilis avait un cerveau de peut-être un peu plus que 500 cm3. Homo erectus, un peu moins que 1000 cm3 il y a 1 million d'années. Et nous, aujourd'hui, on est rendu à peu près à 1350 cm3. Donc, il y a eu plus... La taille a plus que doublé. Et ça, c'est un vrai mystère, à savoir pourquoi. Parce que il n'y a pas d'autre structure du corps dans la lignée Homo qui a changé tant que ça. C'est vraiment au niveau du cerveau que c'est arrivé. Okay. Et donc, c'est un vrai mystère scientifique à savoir pourquoi il y a eu une expansion du tissu neuronal tant que ça. Et la période d'expansion la plus forte s'est produite entre 500 000 et 100 000 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Il y a entre 500 000 et 100 000 ans qui a causé cette expansion-là. OK? Il y a beaucoup de spéculations, donc d'hypothèses sur les causes de cette expansion-là. Probablement qu'on fait face ici à un problème multifactoriel. Ça veut dire que c'est plusieurs causes qui vont expliquer
pourquoi on a de si gros cerveaux aujourd'hui. L'augmentation de la fabrication et l'utilisation d'outils. Le fait que la communication est complexe et donc requiert que les gens les plus intelligents ont tendance à mieux s'en sortir et donc ont des bébés plus intelligents et l'intelligence est peut-être aussi reliée à la taille du cerveau, même si c'est pas aussi simple que ça. C'est beaucoup plus les connexions, les connexions entre les neurones, mais les connexions entre les neurones, c'est aussi corrélé avec la taille du cerveau. La coopération pour la chasse, le climat, la concurrence sociale, tous ces facteurs-là auraient pu faire qu'il y a quelque chose qui se passe chez Homo sapiens, qu'on arrive à 1350 cm3, qu'on n'avait pas chez Homo erectus ou chez Homo habilis. Okay. Mais regardez, en fait, regardez Homo néandertalis, très très proche de nous, hein, en passant. Très 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 proche de nous. Ce graphique-là, en fait, là, parle de Homo sapiens néandertalis. Il fait la différence entre Homo sapiens néandertalis et Homo sapiens sapiens. Donc, dans ce graphique-là, Homo sapiens néandertalis, c'est les Néandertaux, et Homo sapiens sapiens, c'est nous. C'est Homo sapiens. Okay? Mais donc, très très proche en termes de taille de cerveau. Okay? Donc, les Néandertaliens auraient pas été... ils auraient été différents que nous, au niveau du corps, de certaines structures du corps, probablement au niveau de certaines tendances, au niveau de leur psychologie. C'est pas clair s'ils avaient le langage, probablement qu'ils avaient une forme de langage, mais au niveau de la taille du cerveau, relativement proche de nous, pas exactement comme nous, mais relativement proche de nous. Okay? Et quand ça parle dans le graphique ici de os, je sais pas ce que ça veut dire en fait. C'est peut-être une blague qu'ils ont mis ou quelque chose comme ça, là. Mais bref. Tout ça pour dire qu'il y a cette expansion du tissu neuronal. Quelque part entre 500 000 et 100 000 ans dans le passé qui est difficile à expliquer, qui a probablement plusieurs causes. Okay? Et comme je dis, donc, il est possible que tous ces facteurs y aient contribué. Donc, et c'est souvent cette idée que plusieurs problèmes auxquels faisait face la lignée Homo erectus, okay? En fait, Homo habilis et Homo erectus, donc, prenons toutes les espèces Homo, dans le fond, plusieurs des problèmes auxquels ils faisaient face au niveau pour la survie, la reproduction, sont des problèmes où l'intelligence était vraiment important, la capacité de manipuler la motricité fine, la capacité de planifier, la capacité aussi de coopérer. Okay? Les différents membres des différentes espèces Homo sont très petits, très faibles et très facile, dans le fond, à attraper là, par un prédateur. Là. Même nous, aujourd'hui, Homo sapiens, on est, comparativement à d'autres espèces sur Terre, présentement, on est très, très faible. On n'est pas rapide. On n'est pas fort. On n'est pas grand. Okay? Vous versus un lion, là, le lion va gagner à toutes les fois. Okay? Ce qui fait d'Homo sapiens... Ce qui fait d'Homo sapiens un animal qui a tendance à survivre, c'est sa capacité de coopérer. C'est notre coopération qui fait qu'on a d'une certaine manière dominé, qu'on domine les autres animaux. Okay? Si on ne coopère pas, puis c'est chacun pour soi, puis on vit dans la nature, là, un chien peut nous tuer, un lynx peut nous tuer, un renard pourrait... et donc, c'est la capacité qu'on a de se mettre ensemble et d'inventer des technologies et tout ça. Et ça prend des gros cerveaux. C'est ça l'idée, que ça prend des gros cerveaux. Et aussi, quand on vit en groupe comme ça, là, tout à coup, il y a toutes sortes de pressions qui n'existaient pas avant, comme c'est qui mes alliés, c'est qui mes ennemis, à qui j'ai donné telle faveur,
qui a des chances d'essayer de me tuer ici, avec qui je devrais me mettre pour obtenir telle ressource. Okay? Et tous ces calculs-là, pour exister en société, ça prend aussi des gros cerveaux pour être capable de réussir ça. Et donc ça aurait été certaines pressions qui auraient fait en sorte qu'aurait évolué au fil du temps de plus en plus des gros cerveaux. Mais il y a évidemment une limite là. Donc nos gros cerveaux sont une adaptation, mais il y a une limite, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a un coût à ça. N'oubliez pas que votre cerveau aujourd'hui consomme 20% de ce que vous mangez, même s'il ne pèse que 2%, même s'il n'est que 2% de votre masse. Okay? Donc, il y a un coût à avoir des gros cerveaux. Donc, ça va s'arrêter à un moment, cette évolution-là, je pense, de ce développement de la taille du cerveau, parce qu'au bout d'un moment, et un des coûts, en fait, et c'est fou, il fallait y penser, un des coûts, c'est que ça rend la survie pendant l'accouchement très difficile. OK? C'est que la taille de la tête du bébé, ce qui fait que l'accouchement est problématique et ce qui fait qu'il est très douloureux chez les femmes, entre autres, il y a les contractions et tout ça, mais c'est la taille de la tête du bébé, entre autres, qui cause tellement de problèmes souvent. OK? Il faut penser aussi que le cerveau n'est même pas développé complètement par le temps que le bébé naisse. Mais la tête est tellement déjà grosse pour accommoder ce futur cerveau large que c'est un problème et ça cause des décès pendant l'accouchement et ainsi de suite, des complications et tout ça. Donc, il y a des limites fonctionnelles là, à ça. Là. Au bout d'un moment, ça va taper, pour ainsi dire. Je vais parler un peu plus d'Homo néanderthalis. Donc, Homo néanderthalis existait il y a environ 200 000 ans. Donc, ça fait vraiment pas longtemps. Là. Ils sont récemment éteints. Là. Évidemment, personne de nous en a connu, mais si on retourne assez loin dans le passé, certains de vos ancêtres en ont peut-être connu. Okay? Je parle d'ancêtres très très loin. Là. Okay? On parle bien avant l'invention de l'écriture et ce qu'on appellerait la préhistoire. Okay? Donc, il y a environ 200 000 ans, les Néandertaliens dominaient de nombreuses régions d'Europe et d'Asie occidentale. Ils vivaient dans la glace et le froid. Ils prospéraient dans toute l'Europe et au Moyen-Orient aussi. On les contraste à nous de différentes manières. Par exemple, au niveau physique, ils avaient un menton peu développé, un front en recul, un crâne très épais qui enveloppait un gros cerveau de 1450 cm3. Okay. Donc, et ça c'est intéressant parce que ce que ça suggère en fait, et ça varie en fait selon les données, là, mais c'est qu'il y a des comme je disais tantôt, des données qui suggèrent que le cerveau des Néandertaliens était très très développé. Là. Ben, ce que je veux dire par là, c'est qu'il était très gros. Okay? Puis là, 1450 cm3, vous vous dites peut-être, hey, 1450 cm3, me semble c'est plus gros que ce qu'il a dit tantôt pour Homo sapiens. Oui, mais c'est qu'il faut prendre en compte la relation entre la taille du cerveau et la taille du corps. Okay? Les Néandertaliens étaient beaucoup plus grands et larges et massifs que les Homo sapiens. Beaucoup plus. Et donc, ça fait du sens qu'ils ont un plus gros cerveau, mais ça ne veut pas dire qu'il est plus gros comparativement à la taille de leur corps. OK? Il faut toujours diviser la taille du cerveau par la taille du corps de l'organisme qui le contient, dans le fond. T'sais? Mais au niveau absolu, ils avaient des très gros cerveaux. Okay? Et ils étaient évolués pour la vie difficile, les climats froids. Ils avaient des membres courts et trapus, une structure squelettique épaisse, des muscles beaucoup plus puissants que les humains modernes, beaucoup plus massifs. OK? Et ces Néandertalis-là avaient des outils très avancés et même des compétences de chasse redoutables. On sait en analysant des marques de leur squelette que si on regarde les micro-déchirures au niveau de leur tissu dentaire, au niveau des dents, que les dents portent des marques importantes d'usure. Et ce qui suggère qu'il y avait la mastication fréquente d'aliments durs ou même l'utilisation des dents pour ramollir le cuir, pour faire des vêtements. On sait qu'ils se recouvraient définitivement avec des vêtements, évidemment. Ils habitaient beaucoup dans le froid. Il y a même des preuves que les Néandertaliens enterraient leurs morts avec certaines régularités, avec certains objets qu'ils laissaient, ce qui suggère qu'ils avaient
peut-être des pensées par rapport à la vie, par rapport à la mort, par rapport à ce qu'était l'au-delà, ou ainsi de suite. Donc, ce qui nous amène à nous demander, mais c'était quoi psychologiquement un homo néandertalis? Évidemment, on ne le saura jamais, on ne peut qu'inférer. Okay, mais comment est-ce que c'était proche d'Homo sapiens? Peut-être. C'était peut-être très proche de la vie psychologique d'Homo sapiens. Mais on ne peut pas vraiment savoir. Le langage, on ne sait pas vraiment s'ils avaient un langage. Mais les chances sont bonnes qu'ils avaient un système de communication un peu plus développé, du moins que, par exemple, un chimpanzé. Là, juste des cris, par exemple, qui donnent des signaux très très simples sur des choses. Là. Ils avaient probablement des capacités linguistiques, mais c'est bien dur à dire, on ne sait pas. Okay? Et en fait, on voit ici là, un squelette typique néandertalien et un squelette typique Homo sapiens. Vous voyez la différence massive au niveau de la taille des os, okay, de la densité des os, puis évidemment, ça corrèle aussi avec la densité et la taille des muscles. Donc, ils auraient été beaucoup plus trapus que nous. Nous, on est beaucoup plus minces, beaucoup plus petits. Okay? Adaptés, évidemment, au froid. Ils sont vraiment adaptés au froid. Quand on vit au froid, là, ce qu'on veut, c'est avoir des gros muscles, être trapus, être poilu, avoir des os très, très denses, comme les Néandertaliens. Quand on habite au chaud, ce qu'on veut, c'est avoir des longs muscles beaucoup plus minces, une structure squelettique beaucoup plus svelte pour pouvoir éliminer la chaleur plus rapidement. Okay? Et les Homo sapiens ayant évolué en Afrique, au départ, on peut comprendre justement pourquoi ils ont ce frame-là, entre guillemets, beaucoup plus svelte, qui concorde avec le fait qu'on veut éliminer la chaleur plutôt que la conserver. Okay. Donc, quelque chose de dramatique s'est produit il y a 30 000 ans à peu près. Les Néandertaliens se sont soudainement éteints. Après avoir prospéré à travers les périodes glaciaires et les changements soudains pendant environ 170 000 ans. Okay, donc, ils étaient présents là en Europe, là, vraiment. Là, et tout à coup, pow, éliminés quasiment du jour au lendemain, quand on réfléchit au niveau avec, en considérant que c'est pas vraiment du jour au lendemain, là, mais très très rapidement, ils s'éliminent. Et on ne sait pas pourquoi. Okay? Et ça coïncide avec le fait qu'à partir du fait qu'on ne retrouve, à partir du moment où il n'y a plus de Homo néandertalis, on retrouve soudainement l'arrivée de nouvelles Homo, qui est Homo sapiens, ou bien Homo sapiens sapiens, ça dépend comment on veut le voir, là, mais bref, nous, okay? L'être humain anatomiquement moderne, okay? Homo sapiens sapiens, ou Homo sapiens, et on ne retrouve aucune autre forme, aucun autre fossile ou ossement de lignée Homo, et plus Néandertalis non plus. Il y a juste Homo sapiens à partir de maintenant. That's it. Okay? Et ça va rester comme ça jusqu'à aujourd'hui. On ne retrouve sur Terre que des Homo sapiens de la lignée Homo. Okay? Et ça, c'est depuis à peu près 30 000 ans. Donc, ça fait 30 000 ans que les Homo sapiens sont le seul représentant de la lignée Homo sur Terre. OK? Donc, pour comprendre ça plus largement, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on retourne dans le passé, il y a à peu près 100 000 ans, il y avait probablement 3 groupes distincts d'hominidés qui erraient le monde. Homo neanderthalis en Europe, Homo erectus en Asie et Homo sapiens en Afrique. Okay, donc, il y a 100 000 ans, il y avait 3 types d'êtres humains, 3 espèces d'êtres humains. Néanderthalis en Europe, Erectus en Asie, Sapiens en Afrique. Mais, comme je vous dis, il y a 30 000 ans, quelque chose se passe qui fait que cette diversité-là est considérablement réduite. En fait, elle est même éliminée. Tous les fossiles humains de 30 000 ans à aujourd'hui partagent toute la même forme anatomique moderne associée à Homo sapiens. Ce qui veut dire un cerveau de 1350 cm3, un menton prononcé, un squelette svelte pour mieux éliminer la chaleur, et ainsi de suite. Donc, bref, Erectus et Néandertalis s'éteignent et il y a juste Sapiens qui reste. Pour combien de temps? Who knows? On existe encore. Peut-être que dans 500 000 ans, on n'existera plus. On ne sait pas.
Et l'explication pour cette transition-là, okay, pour avoir passé de Erectus, Neanderthalis et Sapiens en même temps à juste Sapiens, ou Sapiens, en tout cas, disons Sapiens, on ne sait pas exactement comment c'est arrivé. Il existe présentement 2 modèles explicatifs qui peuvent expliquer cette transition-là. Celui de la continuité multirégionale, CM, continuité multirégionale, et celui de l'origine africaine, OA, origine africaine, OA. Si on prend le premier, puis c'est complexe, mais je vais essayer de réduire ça à quelque chose de très simple. Le modèle de la continuité multirégionale, okay, selon ce modèle-là, après la première migration en provenance d'Afrique, il y a 1,8 million d'années, les différents groupes d'humains dans différentes parties du monde ont lentement évolué en parallèle les uns avec les autres et sont tous devenus progressivement des Homo sapiens. Donc, selon ce modèle-là, vous avez une première sortie d'Afrique il y a 1,8 million d'années. Vous vous souvenez de celle-là? Okay, la première migration d'Afrique. Okay. Certains vont aller en Europe, certains vont aller en Asie, certains vont aller en Australie. Okay. Et au fil des centaines de milliers d'années, et évidemment, il y en a qui vont rester en Afrique, qui ne vont pas sortir, mais qui vont rester en Afrique. Okay. Donc, ça, c'est ceux qui sont restés en Afrique. Ça, c'est ceux qui sont sortis de l'Afrique et allés en Europe. Ça, c'est ceux qui sont sortis de l'Afrique et allés en Asie, et sortis de l'Afrique et allés en Australie. Et entre eux, il va y avoir des relations quand même, et des relations sexuelles, et ensuite, il va y avoir de l'accouplement. Et ça fait que les gènes vont se passer et qu'ils vont tous pas mal devenir graduellement des Homo sapiens. Donc, si on demande où a évolué Homo sapiens, selon ce modèle-là, c'est il a évolué en Europe, en Afrique, en Asie, en Australie, dans plusieurs régions en même temps. Ce qu'on appelle la continuité multirégionale. Okay? Donc, je relis le paragraphe ici. Selon le modèle de la continuité multirégionale, la première migration en provenance d'Afrique il y a 1,8 million d'années. Okay? Après cette première migration-là, les différents groupes d'humains dans différentes parties du monde ont lentement évolué en parallèle les uns avec les autres, tous devenant progressivement les humains modernes. Donc, selon cette théorie-là, l'émergence des humains modernes, donc Homo sapiens, ne s'est pas produite dans une seule zone du monde. Puis ensuite, ils ont éliminé les autres Homo qui existaient, qui n'étaient pas sapiens. C'est qu'un peu partout au monde, tous les organismes de la lignée Homo ont graduellement évolué en Homo sapiens. Donc, cherchez pas l'endroit où Homo sapiens a évolué. Il a évolué un peu partout dans le monde en même temps. Et comment ça serait possible? Bien, ça serait possible par des échanges. Parce qu'il y avait des Africains qui ont eu pas des Africains, mais des organismes de la lignée Homo. Par exemple, si on prend au niveau d'Homo erectus, il y a des Homo erectus en Afrique, mais il y avait aussi des Homo erectus en Europe. Il y a des Homo erectus africains qui ont eu des relations avec des Homo erectus européens, puis là, les gènes se passent, des Homo erectus européens avec des Homo erectus asiatiques, et ainsi de suite. Et tout ça font en sorte que les gènes se mélangent entre l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Australie, et ainsi de suite, et que graduellement émergent un peu partout sur Terre les Homo sapiens, celles qu'on connaît aujourd'hui. Okay, donc, selon cette théorie, l'émergence des humains modernes ne s'est pas produite dans une seule zone, mais plutôt dans différentes régions du monde, d'où le terme multirégional. Okay? Et ça aurait été justement la conséquence d'un flux génétique. Donc, le fait qu'il y avait des accouplements entre les différentes lignées, si on veut, africaines, européennes, asiatiques, et ainsi de suite, et que cet échange génétique faisait en sorte que il n'y avait pas une lignée, par exemple, comme la lignée européenne, qui s'isolait puis qui évoluait de son propre bord pour devenir quelque chose de différent. Il y a eu tellement d'échanges génétiques, de relations d'accouplement entre les lignées des différents pays que ça a fait qu'il n'y a pas eu des espèces divergentes qui ont évolué. Elles ont toutes évolué vers la même espèce, soit Homo sapiens. Ça, c'est le modèle multirégional. Le modèle de l'origine africaine, OA, est différent. OK? Dans le modèle de l'origine africaine, vous avez la sortie de l'Afrique, il y a à peu près 2 millions d'années, par Homo habilis. OK? Par Homo erectus, je veux dire.
Et cette sortie-là, il y en a qui vont aller en Europe, il y en a qui vont aller en Asie, il y en a qui vont aller en Australie. Ils vont se développer dans différents types d'homos différents, mais ils vont graduellement être éliminés par le type d'homo qui a évolué en Afrique, qui est Homo sapiens. Et Sapiens va à un moment rester en Afrique, mais à un moment sortir d'Afrique pour aller en Europe, en Asie, en Australie, et ainsi de suite. Et quand il va arriver en Europe, il va éliminer les sapiens, les Homo néandertalis qui existaient là. Quand il va arriver en Asie, probablement que les Erectus s'étaient déjà éliminés d'eux-mêmes, et ainsi de suite. Donc, pour sa part, le modèle de l'origine africaine, OA, propose que les humains modernes ont évolué récemment en Afrique. Donc, les Homo sapiens d'aujourd'hui ont évolué récemment en Afrique, puis ont migré vers l'Europe et l'Asie, et ils ont remplacé toutes les populations précédentes. Donc, y compris les Néandertaliens. Donc, c'est pas que Homo sapiens a évolué graduellement dans différentes régions du monde, comme le modèle multirégional, c'est qu'on a évolué spécifiquement en Afrique. Okay? On est sorti d'Afrique. On n'était pas les premiers à sortir d'Afrique. Okay? Erectus était sorti d'Afrique bien avant nous. Okay? Et avait évolué dans toutes sortes de différentes formes, incluant les Néandertaliens en Europe, par exemple, et d'autres formes en Asie aussi. Mais nous, Homo sapiens, on est sortis d'Afrique et on s'est répartis partout dans le monde. Et en se répartissant partout dans le monde, on a éliminé les autres formes d'Homo qui existaient avant nous. Okay? Donc ça, c'est le fameux modèle Out of Africa, le modèle de l'origine africaine. Et donc, selon le modèle OA, les différences entre les Néandertaliens et les Homo sapiens auraient rendu le métissage peu probable ou rare. Donc, il y aurait probablement eu peu de métissage entre les Homo sapiens qui seraient arrivés en Europe et qui auraient vu des Néandertaliens. Et à la place, ce qu'il y aurait eu, c'est que les Néandertaliens auraient été, plutôt que d'être s'accoupler avec des Homo sapiens et donner des mélanges, ça aurait probablement, les deux populations seraient restées indépendantes l'une de l'autre, auraient probablement compétitionné pour les ressources, et ainsi de suite. Et les sapiens auraient gagné et les Néandertaliens auraient perdu. Mais il y a quand même des preuves de certains accouplements entre Néandertaliens et sapiens par le fait que un certain pourcentage de la population moderne aujourd'hui a des gènes que l'on considère être des gènes néandertaliens. Ce qui suggère que dans le passé, il y aurait quand même eu certains accouplements, un certain métissage entre les Néandertaliens et les sapiens, mais au bout d'un moment, les sapiens auraient détruit les Néandertaliens, éliminé les Néandertaliens. Donc, en bref, ce modèle postule un emplacement unique pour l'origine des humains modernes, en Afrique, qui ne s'est produite que récemment, au cours des 100 000 dernières années. Comparativement au modèle multirégional qui fait l'argument que l'humain moderne trouve son origine dans plusieurs régions. Lequel est le bon? On ne sait pas. Il y a des bonnes preuves pour les deux. C'est peut-être un genre de mélange des deux, on ne sait pas. Il y a énormément de questions sans réponse, évidemment. Surtout, entre autres, des questions quant à l'origine des humains modernes et la disparition des Néandertaliens. Okay? Qu'est-ce qui fait que les Néandertaliens ne sont pas ici encore? Qu'ils n'existent plus, ne sont plus ici, c'est ce que je veux dire. Parce qu'ils auraient très bien pu. On aurait très bien pu avoir deux espèces humaines. Sapiens et Néandertaliens. Okay? Qu'est-ce qui fait que les Néandertaliens se sont éteints? Il y a plusieurs possibilités. Okay? Et c'est vraiment des questions sans réponse pour l'instant. Est-ce la capacité supérieure des sapiens à utiliser de la technologie qui nous a permis de concurrencer, par exemple pour l'accès aux ressources essentielles, nos capacités à faire des armes, des vêtements, etc. Est-ce notre culture? Est-ce le fait que les sapiens sont obsédés par l'imitation? Ils s'imitent tous eux-mêmes, et ce qui fait qu'on est très très fort pour la culture. On a tendance à s'imiter et à inventer des cultures et à collaborer ensemble. Et donc, ça peut-être que ça aurait
a eu un impact? Avons-nous été avantagés par un langage plus complexe, peut-être, et des meilleures compétences à s'organiser, permettant une utilisation plus efficace des ressources? Est-ce qu'on les a chassés des parcelles de terre les plus abondantes vers des zones périphériques à faibles ressources? Est-ce que c'est ça qu'on a fait? Est-ce qu'on les a contaminés avec des pathogènes auxquels on était résistant? Etc. Toutes ces questions sans réponse qui se posent par rapport à la disparition quasiment soudaine, si on veut, des Néandertaliens. On n'a pas de réponse à ces questions-là, mais ce sont des questions fascinantes. C'est tout pour cette présentation. Je vous laisse là-dessus.